Bonjour, bienvenue ici au Studio du Livre, sur la chaîne du Livre, pour parler avec beaucoup d'invités à cette occasion, évidemment, de grands livres, de livres inédits, et notamment celui de Philippe Delorme, Élisabeth II, les jeunes années d'une reine, qui va prochainement sortir. Bonjour. Bonjour. L'idée de faire un livre sur les jeunes années d'Élisabeth II, pourquoi? Parce qu'on ne la connaît pas suffisamment, Élisabeth II? D'abord ponctuellement parce qu'elle va célébrer ses 90 ans dans quelques semaines, et c'est vraiment c'est un record pour un monarque européen. Hein. Elle a dépassé tous les records, aussi bien de son aïeule Victoria que même pas presque de sa grand-mère. Oui, on dit d'elle qu'elle a battu tous les records, longévité, record de voyage. Oui, c'est vraiment la reine. Hein. Si on peut, d'ailleurs, Stéphane Bern qui fait la préface a terminé sa petite préface en disant c'est la reine, parce que aussi bien pour les Anglais que pour les milliards, je dirais, de ces sujets dans le monde, parce qu'elle n'est pas uniquement reine d'Angleterre, elle est aussi reine du Commonwealth. Donc il y a 16 pays dans le monde, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Jamaïque, etc., qui la reconnaissent comme souveraine. Donc c'est un personnage planétaire, et puis au-delà de ça, même pour les Français, c'est un peu leur reine de cœur. Alors revenons effectivement sur son destin d'Élisabeth II, parce que ce qui est assez incroyable, c'est que, vous l'avez dit, record de longévité, alors qu'elle n'était pas destinée initialement à être reine. Non, puisqu'elle est la fille aînée quand même, mais du deuxième prince, du deuxième fils du roi George V, donc le Albert qui était duc d'York. Et effectivement, le roi, celui qui devait devenir roi, c'était l'aîné, Édouard, le fameux Édouard VIII. Mais Édouard VIII va abdiquer en 1936, après quelques mois de règne, pour épouser Madame Wallis Simpson. Oui, c'est ça, parce qu'on n'épouse pas effectivement comme ça dans la famille royale, quoi. Non, surtout qu'elle était quand même divorcée à 2 reprises. Enfin bon, tout ça faisait un peu tâche. Donc Édouard VIII abdique au bout de quelques mois, et donc son frère, le duc d'York, Albert, qui devient George VI, donc se retrouve propulsé sur le trône. On a vu avec le film Le discours d'un roi, le film récemment, qui a fait un grand succès. On a vu à quel point ce personnage n'était pas préparé pour son rôle de roi. C'était un homme timide, introverti, qui avait du mal à parler en public, et donc il se retrouve comme cela, un peu par le hasard de l'histoire, propulsé en tête. Et sa fille aînée, donc Élisabeth, qui était née en 1926, donc qui a 10 ans à ce moment-là, devient la princesse héritière, donc la future reine d'Angleterre. On ne devient pas Philippe Delorme reine comme ça, il faut incarner ce personnage. Comment a-t-elle réussi? Je crois que dès son enfance, c'est vrai qu'avant l'abdication de son oncle, elle était quand même la seule héritière parce que l'oncle n'avait pas d'enfant, n'était pas marié, donc elle a toujours été, je dirais, depuis, et ça on le voit bien dans le livre, parce que dès ses premières années, il y a des tas de cartes postales qui sont éditées pour la montrer bébé, faisant ses premiers pas avec ses premiers jouets, etc., sur son premier cheval. Enfin bon, c'est vraiment une icône dès le berceau. Hein. Donc elle a été élevée là-dedans, dans l'idée qu'un jour elle aura représenté quelque chose. Et je dirais tout naturellement, elle s'est coulée comme cela dans ce personnage, dans ce service finalement, puisqu'elle va rendre ce service à l'Angleterre depuis maintenant plus de 60 ans. Élisabeth, qui a joué un certain nombre de rôles effectivement contemporains, et à l'époque notamment, elle s'est enrôlée pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors elle avait tout juste l'âge, puisqu'elle était de 26, donc en 44 elle a 18 ans, et dès qu'elle arrive à cet âge-là, eh bien elle s'enrôle dans les forces auxiliaires, donc elle apprend à faire de la mécanique, on lui donne son permis de conduire, elle sait conduire des camions, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que la reine d'Angleterre encore aujourd'hui serait capable de changer une roue ou de réparer un moteur, une bielle ou je ne sais quoi. Donc vraiment elle a voulu incarner, et ça c'est finalement ce qui a été la chance d'une certaine manière pour la famille royale pendant la guerre. Cette famille a incarné la résistance, a incarné la lutte du peuple anglais face aux nazis. Elle s'est forgé un caractère, quoi, dans ces jeunes années. Oui, parce que pour expliquer peut-être aujourd'hui sa longévité. Oui, alors elle a été bien sûr quand même élevée dans un cocon avec des femmes de chambre, des gouvernantes, etc. Donc il ne faut pas non plus exagérer le côté militaire de son éducation, mais malgré cela, elle a toujours été élevée, et surtout par sa mère d'ailleurs,
la fameuse Queen Mum qui est morte à 102 ans il y a une quinzaine d'années maintenant. Elle a toujours été élevée dans l'idée qu'elle aurait à servir son pays et donc elle était formatée, mise sur des rails en fait dès le plus jeune âge pour jouer ce rôle. Oui. Alors à ses côtés, elle a eu un personnage important, Philippe, son mari. Alors Philippe, c'est extraordinaire parce que c'est une belle histoire d'amour. Il n'y a pas beaucoup d'histoires d'amour dans les familles royales, sauf dans les contes de fées. En général, c'est des mariages arrangés. On ne choisit pas tellement sa fiancée ou son futur mari. Et là, elle est tombée amoureuse de ce prince qui était un prince grec, enfin gréco-danois anglais, parce qu'il descendait aussi de la reine Victoria par sa mère. Et elle est tombée amoureuse de lui à l'âge de 13 ans. Donc elle avait 13 ans, lui en avait quelques années de plus, il en avait 18 ou 19. Il était marin, il faisait ses études pour devenir marin, devenir officier de marine. Et donc alors il était beau, il était grand, il était blond, enfin il avait je dirais toutes les caractéristiques d'un beau mec, on pourrait dire aujourd'hui. Il est d'ailleurs toujours à 95 ans, encore pas mal. Et elle est tombée follement amoureuse de lui. Ça a été son seul amour. Elle a voulu l'épouser, elle l'a épousé. Elle est restée, je dirais, toujours éperdument amoureuse de Philippe jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors il y a eu les frasques de la famille royale dans les années 80. Il n'y en a pas eu avec la reine Elisabeth et Philippe. On ne connaît pas d'histoire particulière. Non. Alors que vous dites que c'était un beau mec, hein, pour reprendre l'expression. Alors, je veux dire, à une époque, les époques sont pas les mêmes. Hein. Donc, à cette époque-là, on était beaucoup plus discret sur ce genre de choses. Et il est bien possible que Philippe ait eu des aventures. Et effectivement, c'était un homme qui aimait les femmes et que les femmes aimaient. Donc, peut-être que la reine a eu à fermer les yeux à certains moments. De son côté à elle, je pense qu'elle était tellement amoureuse de lui qu'elle lui a sans doute été toujours très fidèle. C'est vrai qu'après, on arrive dans les années 80, on pourra en parler, mais là, c'est à l'extérieur du livre, puisque mon livre s'arrête avec les grandes années, s'arrête vers 1970. Les choses vont se gâter dans les années 80-90 avec la nouvelle génération et l'irruption des médias, parce que les médias, les journaux, les magazines, la télévision vont vraiment utiliser pendant un certain temps la famille royale. Oui, alors dans les jeunes années de cette famille royale, elle a su quand même mettre en scène sa famille. Il y a eu une exposition il n'y a pas si longtemps à Buckingham où on voyait les petites caravanes de l'époque, les jouets en fait de l'époque. C'était une reine déjà moderne qui savait jouer aussi avec les médias, non ? Oui, alors ça commence déjà avec sa mère, hein, avant la guerre. Déjà, lorsque George VI donc devient roi, la reine Elisabeth, donc la mère qui s'appelait aussi Elisabeth, fait tourner des actualités cinématographiques. Enfin, donc la famille royale devient plus ouverte. Elle s'entrouvre. En tout cas, on montre des images de bonheur familial, etc. Et c'est vrai que la reine, après la guerre, va continuer sur cette lancée et elle va faire en sorte de donner de l'image d'une famille ordinaire et en même temps d'une famille modèle, enfin qui incarnerait toutes les familles d'Angleterre. Et donc ça, elle va réussir à le faire, je dirais, jusque dans les années 70-80. Après, le modèle va s'écorner un petit peu au cours des années. Oui, la famille royale comme Elisabeth II qui ont réussi à passer finalement sans encombre des années assez sensibles, des années 60-70 où il y avait une remise en cause de la société, mai 68, un esprit révolutionnaire qui n'a pas touché fondamentalement cette famille. C'est-à-dire que la monarchie anglaise a toujours su évoluer avec son temps, hein, à la différence de la monarchie française qui d'ailleurs s'est écroulée à cause de ça. Elle a toujours su évoluer, se devenir une monarchie parlementaire, faire la part de la démocratie. Et en plus, elle a retrempé, je dirais, sa légitimité avec la guerre de 1940. Parce que c'est vraiment entre 40 et 45, la famille royale a vraiment incarné l'esprit de résistance. Et donc, elle a surfé en quelque sorte, je dirais, sur cette popularité pendant les années suivantes. Oui, et c'est vrai que Elisabeth, finalement, c'est un trait d'union entre les rois, les reines des siècles précédents et aujourd'hui, notre époque, et même de demain, non ? Oui, parce que il y a quand même une dizaine de rois et de reines encore en Europe actuellement. Elle a gardé à la fois le faste... Qui n'ont pas son prestige. Non, parce qu'elle a su à la fois garder le faste de l'Ancien Régime, d'une certaine manière, avec les carrosses, les couronnes, etc., en même temps en étant tout à fait démocratique, puisque le régime est tout à fait démocratique et parlementaire, mais elle a su garder en quelque sorte ce mystère de la monarchie
qui a pu disparaître, par exemple, dans les pays scandinaves, ou en Hollande, on parle de monarchie à bicyclette. Voilà, là, c'est encore une monarchie en carrosse. Oui. Et à quoi sert aujourd'hui, d'ailleurs, une reine, Elisabeth II ? Je pense qu'elle a un rôle de conseiller tout à fait important, parce que elle reçoit chaque semaine, chaque jeudi ou chaque mardi, je ne sais plus, pendant quelques heures, son Premier ministre en tête-à-tête. Et je dirais que pour le Premier ministre, c'est un peu comme une psychanalyse d'une certaine manière, parce que c'est la seule personne qui soit au-dessus de lui finalement. C'est une personne qui est extérieure à la politique, qui est extérieure au débat, au jeu des partis, et qui en même temps est un référent extérieur auquel le Premier ministre peut dire finalement le fond de sa pensée. On ne dira jamais ce qui s'est passé entre eux, il y a une espèce de secret médical. Donc je pense qu'elle apporte déjà ce supplément d'âme. Et puis alors, elle est garante, quoi. Elle est garante en plus du fonctionnement démocratique, oui, parce qu'elle pourrait très bien s'opposer à la nomination. C'est elle qui nomme le Premier ministre. Elle pourrait très bien s'opposer à la nomination d'un Premier ministre non démocratique, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Voilà, elle pourrait très bien mettre son veto à ça, donc c'est une espèce de garde-fou. Et puis au-delà de ça, elle est aussi le trait d'union entre tous ces peuples, à la fois même les peuples déjà de la Grande-Bretagne, parce qu'on a vu que l'Écosse récemment voulait tirer sa révérence, et je pense que le fait qu'il y ait la reine Elisabeth a fait que beaucoup d'Écossais n'ont pas voulu se séparer de l'Angleterre à cause de ça. Et puis au-delà de ça, au niveau du Commonwealth, je dirais sur 2 milliards d'habitants à travers le monde, elle est un référent, soit elle-même la reine, soit un chef qu'on reconnaît, voilà, comme un trait d'union entre l'histoire et le présent. Ces rapports d'Elisabeth II avec l'ensemble des premiers ministres qui se sont succédés au 10 Downing Street, elle avait eu des rapports parfois un peu difficiles. Avec Major, on se souvient qu'il lui a imposé de payer des impôts, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Oui. Avec Thatcher. Avec Thatcher. Ce qui est assez amusant finalement, c'est que c'est souvent avec les premiers ministres de droite, les conservateurs, qu'elle a eu d'assez mauvais rapports. Il faut voir quand même qu'elle a eu 13 premiers ministres depuis 1952. Vous imaginez, en 52 en France, c'était le président Auriol. Imaginez que ce soit Auriol qui soit encore à la présidence aujourd'hui. Et donc elle a eu 13 premiers ministres, dont le premier était quand même Winston Churchill. C'est quand même un saut dans l'histoire extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle a eu des rapports variés avec ses premiers ministres, et souvent avec, en tout cas Margaret Thatcher, elle ne l'aimait pas du tout. Les deux caractères deux femmes dans le même bureau, c'était deux femmes dans le même bureau. Elle évident. trouvait qu'elle sortait de la boutique de parce caractère. Voilà, et puis Margaret Thatcher était issue d'une famille de boutiquiers, donc enfin tout ça ne lui plaisait pas beaucoup à la reine. En tout cas, elle a été souvent plus à l'aise avec ses premiers ministres travaillistes, ce qui est assez étonnant parce que c'était effectivement quand même un personnage qu'on pourrait imaginer conservateur, mais qui finalement s'entendait mieux avec les hommes de gauche. Est-ce que l'on sait si justement elle a eu un chouchou parmi ses premiers ministres ? C'est difficile. Un chouchou, je pense pas, parce qu'elle doit toujours rester extrêmement neutre et elle n'a jamais exprimé quoi que ce soit dans ce domaine. Mais bon, c'est vrai que Churchill, qui a été son initiateur dans la politique, il l'a menée, elle avait 26 ans lorsqu'elle devient reine, de manière tout à fait prématurée, parce que la mort de son père la prend un peu de court. Elle espérait avoir encore 10 ans au moins devant elle, ou 20 ans devant elle pour se former. Et donc Winston Churchill qui est le vieux lion, va l'amener par la main et va lui apprendre son métier. Donc je pense qu'elle a gardé sans doute cette tendresse pour Churchill, bien sûr. Oui. Alors maintenant, il y a l'une des questions, on quitte un peu votre livre, les jeunes années d'une reine, pour se projeter dans l'avenir, le futur. Quelle va être la succession possible sur le trône royal en Angleterre ? Alors, la succession, elle est simple, je dirais, sur le papier. Normalement, c'est Charles qui devrait devenir donc le roi Charles III. Maintenant, un règne aussi long, un règne de 60 ans, plus de 60 ans, c'est toujours difficile de prévoir comment il va se terminer, comment on va faire la césure, le hiatus avec le suivant. Je pense que la monarchie anglaise est quand même suffisamment, a suffisamment de siècles derrière elle pour passer cette épreuve. Je pense que Charles, si la reine mourait aujourd'hui, Charles deviendrait roi. Il est vrai que si elle il ne peut pas y avoir de coup de théâtre, parce que c'est vrai que Charles piaffe d'impatience, si je puis dire, depuis des années. Il est désigné dans l'ordre de succession, mais est-ce qu'elle-même
peut désigner Non, elle ne peut quelqu'un pas- d'autre. elle ne peut pas on pense désigner. à William. Ouais. Non, elle n'a pas le droit. La seule n'a pas le possibilité, droit, ce ouais. serait que Charles lui-même abdique. oui. Mais c'est vrai que les autres monarchies... Est-ce une éventualité? Bon, je pense que si la reine vit encore 10 ans comme sa mère et qu'elle a atteint les 100 ans, Charles deviendra déjà un vieux monsieur de plus de 70 ans. Et donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là... mais il faudrait que cela vienne de Charles. Alors Charles peut très bien dire au moment de la mort de sa mère, bien écoutez, je passe la main et voilà, mon fils devient directement le roi. Mais à l'heure actuelle, la formation de William est quand même encore un peu succincte. Lui-même, d'ailleurs, les Anglais s'en plaignent, ne semble pas s'intéresser énormément à ses charges royales. On sait que la reine fait, je ne sais plus combien, 300 ou 400 voyages, charges par an, et lui en fait la moitié alors qu'il a 30 ans. Enfin, tout ça fait qu'il a encore besoin d'avoir un petit peu de plomb dans la tête avant de monter sur le trône. Oui, mais cela dit, c'est vrai que William a probablement, avec son mariage, réconcilié un peu les Britanniques avec la monarchie et leur histoire après bien l'accident de Diana, les frasques avec Charles, avec Camilla. Oui, là on a l'impression qu'on revient à une espèce de monarchie, un peu de papier glacé, un peu trop. Moi je trouve d'ailleurs que Kate est un personnage un peu trop lisse. Enfin, on a l'impression qu'elle est incapable de faire la moindre erreur ou le moindre faux pas. Alors c'est vrai qu'après Diana... C'est ce qu'on lui demande, non? Ce que demande la famille royale. Alors on est passé d'un excès à l'autre. Diana faisait les 400 coups, elle me semble un petit peu trop lisse. Alors peut-être qu'avec les années, elle trouvera mieux sa place. En tout cas, elle fait très bien le job, comme on dit, et tout le monde est content. Et c'est vrai que, bon, c'est ça, je dirais, le génie de la monarchie, c'est de savoir à chaque génération apporter des visages nouveaux et se renouveler. Oui. Merci. Ici au Studio du Livre, sur la chaîne du Livre, Philippe Delorme, pour ce livre, Élisabeth II, Les jeunes années d'une reine, aux éditions Sutton.